Alors, l'Odyssée d'Homère, réalisée par Christopher Nolan, ou La conversion de la puissance. Je suis allé voir l'Odyssée de Christopher Nolan en pensant retrouver un héros. Et j'en suis sorti avec 3 compagnons. Un cyclope, un chien et un homme qui s'éloigne vers le soleil levant. Je croyais assister à un récit de guerre, et j'ai découvert un récit que je qualifierais de désarmement. Je ne vais pas faire ici réellement une critique du film, je vais juste tenter de comprendre pourquoi une histoire vieille de 3000 ans est venue éclairer mon expérience contemporaine. Par ce biais, je pense d'ores et déjà que Homère ne raconte pas seulement le retour d'Ulysse. Il raconte, selon moi, la conversion de la puissance. La conversion d'une puissance. Le cyclope, le chien Argos et ce dernier départ d'Ulysse forment, peut-être, les 3 étapes d'un même apprentissage. Apprendre à entendre le cri de celui que nous appelions un monstre, apprendre à reconnaître une main avant un nom, enfin apprendre à déposer ce qui nous donnait autrefois le sentiment d'exister. Dans mes critiques, ou plutôt mes réflexions, j'essaie seulement de transmettre mon expérience. J'ai longtemps cru que, par exemple, la force consistait à vaincre, à résister, à tenir. Et j'ai découvert, peut-être plus lentement, que la force pouvait aussi consister à reconnaître, à laisser, à transmettre. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Ce déplacement est peut-être pour moi le véritable voyage d'Ulysse. Alors commençons par le cyclope, ou je dirais le cri d'un frère. Je vais essayer de parler dans cette première partie de ce que je nommerais l'échelle de la compassion. La scène pour moi ici n'est pas celle d'Ulysse, c'est celle du cyclope. Je ne suis pas sorti du film en admirant seulement la ruse du héros. J'en suis sorti avec le cri du cyclope dans les oreilles. Ce cri ne ressemblait pas à celui d'un monstre. Ce cri ressemblait à celui d'un vivant. Pourquoi ai-je éprouvé de la compassion pour ce cyclope ? Eh bien, cette question m'a occupé longtemps. Tout semblait pourtant me conduire dans la direction inverse. Il est immense, il est difforme, il dévore les compagnons d'Ulysse, il est donc le monstre. Et nous savons depuis l'enfance qu'un monstre doit être vaincu. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait peur. Pourtant, comme spectateur pendant le film, quelque chose en moi résistait. Son corps ressemblait au nôtre. Sa voix ressemblait à la nôtre. Il parlait. Il invoquait les dieux. Lorsque Ulysse lui crève l'œil, il appelle Poséidon comme un fils appellerait son père. Eh bien pour moi, à cet instant, le monstre cesse d'être une figure. Il devient un être qui souffre, un être qui prie, un être qui espère, un être qui appartient lui aussi à un monde de paroles et de croyances. On s'identifie toujours à Ulysse, ou en tout cas presque toujours, au héros, et c'est tout à fait admis. Mais nous nous identifions très rarement au cyclope. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression que, eh bien, nous sommes les deux. Nous sommes et la fourmi et le géant. Je m'explique. Les soldats d'Ulysse sont comme des fourmis dans la grotte du cyclope. Ils courent, se dispersent, cherchent une issue. Et pour ce géant, le cyclope, leur mort est peut-être ce que la mort d'une fourmi est pour nous. Un événement presque invisible, sans bruit. Ah, voilà, ça c'est une idée inconfortable. Je veux dire, nous nous croyons spontanément du côté des faibles face aux monstres. Mais nous oublions que nous sommes aussi des puissants. Il vient de m'arriver, comme à beaucoup d'entre vous, j'imagine, d'écraser des fourmis, de les éliminer parce qu'elles entraient dans ma maison, dans mes placards de cuisine. Je ne l'ai pas fait par cruauté, je suis plutôt du genre à sortir les mouches, les araignées ou les fourmis quand elles vont par deux. Non, je l'ai fait pour protéger un territoire, pour éviter
une invasion pour préserver un ordre. Et le cyclope fait peut-être exactement la même chose. La différence n'est pas morale. Elle est, je dirais, dimensionnelle. Nous appelons barbarie ce qui nous est infligé et nous appelons nécessité ce que nous infligeons. Le cyclope dérange. Il dérange parce qu'il déplace l'échelle de notre innocence. Il nous oblige à regarder notre propre puissance. On parle souvent de sa violence. Eh bien, on parle rarement de sa solitude. Pourquoi est-il seul? Pourquoi vit-il dans cette grotte? Pourquoi appartient-il à aucune cité? Il est hors du monde commun. Il est hors des lois humaines. Sa taille l'exclut autant qu'elle le protège. Sa différence le condamne à vivre à distance. Eh bien, la différence, elle est souvent génératrice de peur. Et la peur, vous le savez, devient facilement de la haine. Les compagnons d'Ulysse veulent donc tuer le cyclope. Ils veulent supprimer ce qui excède leur mesure. Il est donc toujours tentant d'éliminer ce que l'on ne peut pas intégrer. N'est-ce pas? Le cyclope est peut-être la première figure de l'étranger absolu, non pas parce qu'il est radicalement autre, mais parce qu'il est presque semblable. On parle aussi souvent de sa violence, mais on parle rarement de sa fatigue. C'est vrai, il rentre ses bêtes, il ferme sa grotte, il mange, puis il s'endort. Il s'endort comme un berger après son travail, après une journée passée à conduire un troupeau, à protéger des bêtes, à fabriquer son fromage, à vivre selon un rythme, disons, plus ancien que celui de nos cités ou de nos villes. Il appartient encore, lui, au mouvement du jour et de la nuit. Il appartient au monde vivant. Et eh bien, c'est précisément pendant ce sommeil que l'homme introduit une autre violence, celle de la stratégie, du calcul, de la technique. Le cyclope, lui, ne voit pas la relation. Mais Ulysse, à cet instant, ne la voit pas davantage. L'un est prisonnier de la force, l'autre est prisonnier de son nom. L'œil unique du cyclope est souvent interprété comme le symbole d'une vision limitée. Je crois, moi, qu'il est aussi le symbole d'une vulnérabilité extrême. C'est vrai, il ne lui reste qu'un œil pour habiter le monde, qu'un œil pour reconnaître ses bêtes, qu'un œil pour traverser la lumière, et c'est précisément cet œil que l'homme détruit. Moi, je ne peux pas oublier le cri du cyclope. Nous entendons son cri, n'est-ce pas? Mais nous n'entendons pas celui des fourmis. Nous entendons le cri d'un géant, mais nous n'entendons pas celui des bêtes que nous abattons, des espèces que nous chassons, des forêts que nous faisons taire. Eh bien, le cri du cyclope est peut-être le premier cri que nous consentons à entendre parce qu'il est enfin à notre échelle. C'est mon impression, ou du moins ma réflexion. Et si la compassion commençait précisément là, lorsque nous découvrons que toute souffrance est réelle, même lorsqu'elle appartient à celui que nous appelions un monstre. Et quelque chose d'essentiel aussi m'apparaît. Je dois dire que les moutons, par exemple, nous les regardons souvent comme un décor de la scène. Mais ils sont beaucoup plus que cela. Ils forment un autre peuple. Le cyclope les conduit, les protège, les enferme pour la nuit, les fait sortir au matin. Il prend leur lait, il en fabrique du fromage, il dépend d'eux autant qu'ils dépendent de lui. Eh bien, il y a là, je dirais, une économie ancestrale, pastorale, où la domination n'est pas encore entièrement séparée du soin. Le plus étrange peut-être est que le cyclope aveugle, meurtri,
continue de reconnaître ses moutons avec sa main. Il ne voit plus, mais il sait. Sa paume distingue la toison, le poids, le souffle des bêtes. Cette main a nourri, guidé, protégé. Eh bien, les compagnons d'Ulysse ne trompent pas alors et seulement un aveugle. Ils trompent une relation. Ils se couvrent de laine, ou plutôt de paille. Ils empruntent la texture du troupeau. Ils imitent l'appartenance. La ruse consiste ici à utiliser les liens du vivant contre le vivant lui-même. Et pourtant, bon, et je le reconnais, la ruse n'est pas la faute d'Ulysse. Elle en est sa survie. Sans elle, il meurt. Non, le problème, selon moi, commence après la grotte. Lorsque les hommes sont sortis de cette grotte, lorsque les moutons ont repris leur chemin, lorsque le monde pouvait enfin retrouver son équilibre. Ulysse, alors, ne peut pas s'empêcher de crier son nom. Il transforme une délivrance en victoire. Il veut que le Cyclope sache qui l'a vaincu. Il ne lui suffit pas d'être vivant, il veut être reconnu comme celui qui a survécu. C'est peut-être là que naît la tragédie. C'est-à-dire, la ruse devient gloire. L'intelligence devient supériorité. L'homme ne se contente pas d'être sauvé, il veut être admiré d'avoir été sauvé. Et c'est à cet instant que le monde naturel, qui retrouvait son rythme, est à nouveau traversé par quoi? Eh bien, par l'orgueil de l'humain. Je me suis souvent demandé ce qui se passerait, ce qui se serait passé, disons, si quelqu'un avait parlé au Cyclope. Bon, la question peut sembler naïve, mais pour moi, elle est peut-être essentielle. C'est vrai, le Cyclope parle. Ulysse parle, mais ils ne se parlent pas. L'un défend sa maison, l'autre défend sa survie. La parole n'est pas encore devenue relation. Je pense souvent à saint François d'Assise, qui appelait les animaux ses frères. Il parlait par exemple au loup féroce de Gubbio. Il ne niait ni sa faim ni sa férocité, il reconnaissait sa place dans le vivant. Puis, il inventait une relation. Pour moi, la civilisation commence, ou commencera, disons, peut-être, le jour où nous cherchons ou chercherons à conclure vraiment un pacte avec quoi? Avec ce qui nous fait peur. Le plus grand exil n'est peut-être pas de quitter sa maison. Le plus grand exil pour moi, c'est de quitter la communauté du vivant. L'homme s'est cru depuis très longtemps propriétaire. Il s'est cru séparé. Il s'est cru supérieur. Eh bien, il est devenu borgne. Il a gardé l'œil de la maîtrise, mais il a perdu la main qui relie. Le Cyclope nous rappelle que nous sommes toujours le géant de quelqu'un, et peut-être la fourmi d'un autre. Il nous rappelle surtout que la civilisation ne commence pas lorsque nous savons vaincre. Elle commence lorsque nous savons entendre le cri de celui que nous appelions un monstre. Nous ne deviendrons peut-être vraiment humains que le jour où nous entendrons dans le cri du Cyclope, non la voix d'un ennemi, mais celle d'un frère dont nous avons crevé l'œil parce que nous n'avions pas encore appris à lui parler. Maintenant, parlons du chien d'Ulysse. Argos, ou la main qui reconnaît. Après le cri du Cyclope, eh bien, je n'attendais plus un chien. Je croyais que le poème allait continuer à me parler des hommes, de leur guerre, de leur ruse, de leur victoire. Et soudain, Homère s'arrête. Il s'arrête devant un vieux chien couché sur un tas de fumier.
Eh bien, pour moi, ce ralentissement est peut-être le plus grand geste du poème. Même si dans le film, il est, disons, fugitif. Après les monstres, après les tempêtes, les enchantements et les morts, il nous demande de regarder un animal qui attend. Argos, le chien d'Ulysse. Il est devenu presque invisible. Le temps a fait son œuvre. Le maître est parti depuis 20 ans. Le chien est resté, il n'a pas gouverné, il n'a pas combattu, il n'a pas écrit son nom dans l'histoire, lui. Il a attendu. Il a attendu jusqu'à devenir très vieux, jusqu'à devenir inutile, jusqu'à devenir presque oublié. Et pourtant, Argos, eh bien, c'est lui qui reconnaît le premier. Et il ne reconnaît pas un roi, il ne reconnaît pas un héros, il ne reconnaît pas un vainqueur, il reconnaît une présence. Il reconnaît une odeur, il reconnaît une démarche, il reconnaît une main. La main qui s'est posée autrefois sur sa tête, qui a partagé le pain, qui a partagé la fatigue et les saisons. 20 années ont passé. Le visage d'Ulysse a changé, le corps s'est courbé, le nom s'est couvert de légendes, mais la main, cette main est restée la même. C'est vrai que les hommes ont tendance, en général, à regarder, je dirais, de l'extérieur. Les vêtements, les signes extérieurs. Les hommes regardent les titres, les hommes regardent les récits. Mais le chien, lui, reconnaît ce qui ne change pas. Il reconnaît l'être avant le personnage. C'est pourquoi sa fidélité est plus ancienne que la mémoire. Elle n'attend pas une récompense, elle garde le lien. Ce qui me trouble, c'est que le cyclope devenu aveugle et Eumée, le vieux porcher fidèle, aveugle lui aussi, n'habitent pas la même nuit. Le cyclope perd la vue après avoir vécu, disons, dans la possession. Eumée, lui, vit dans le service, dans la fidélité, dans la loyauté. Il a gardé la maison, il a gardé les troupeaux, il a gardé la mémoire d'Ulysse et il souffre de son absence. Il demeure fidèle malgré les prétendants. Mais Eumée, eh bien, il ne reconnaît pas immédiatement celui qu'il attend depuis 20 ans. Sa fidélité est certes, disons, admirable, mais elle demeure une fidélité humaine. C'est-à-dire, eh bien, une fidélité qui attend encore un signe, qui attend une parole, qui attend une preuve. Le chien, Argos, lui, encore une fois, ne demande rien. Il reconnaît juste une manière, je dirais, de toucher le monde. Il existe plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence qui calcule, il crève l'œil du cyclope. L'intelligence qui se souvient, c'est Eumée, le serviteur fidèle. Et cette intelligence, disons plus archaïque, qui reconnaît avant de comprendre, celle d'Argos. Les animaux, eh bien, la possèdent souvent. Les enfants aussi, n'est-ce pas? Je veux dire, spontanément. Et puis, eh bien, nous apprenons à douter de ce que nous sentons. Nous remplaçons la présence par la preuve. Nous vérifions, nous contrôlons, nous authentifions. Le chien, encore une fois, ne demande aucune preuve. Il ne demande pas « Es-tu vraiment Ulysse ?» Non, il dit « Je te connais. » Fin de l'histoire. Et il meurt. Eh bien, ce chien d'Ulysse, non pas Ulysse, hein, le chien, je veux dire Argos, attend au-delà de ce qu'un chien devrait pouvoir attendre. Comme si l'amour suspendait la durée. Comme si le temps lui-même acceptait de se courber devant une promesse silencieuse. Lorsque Ulysse revient, eh bien personne ne le reconnaît. Pénélope doute, Télémaque hésite, les serviteurs observent, le chien, lui, sait, il sait, et immédiatement parce qu'il ne cherche pas une identité. Il reconnaît, encore une fois, une relation. Eh bien, il y a dans cette scène
quelque chose que notre époque comprend de plus en plus difficilement. On peut le regretter. Il y a une immense différence entre identifier et connaître. Identifier relève de l'information, connaître relève de la relation. Nous pouvons identifier des milliers de visages, mais nous ne connaissons que très peu d'êtres. Le chien, lui, il connaît parce qu'il a vécu, parce qu'il a touché, parce qu'il a été touché. La main est la mémoire que le temps n'efface pas. Le cyclope possédait un œil immense qui ne voyait pas la relation. Argos possède une mémoire du toucher. L'un saisit les formes, l'autre garde le lien. Je pense souvent que les chiens nous aiment d'une manière que nous ne savons plus pratiquer. Ils aiment avant le mérite, avant la réussite, avant la justification. Ils continuent d'attendre. Ils continuent d'accueillir. Ils continuent de croire. Et cette fidélité n'est pas naïve, bien au contraire, elle est une intelligence. Elle sait que la main qui nourrit et la main qui caresse sont plus importantes que, disons, tous les discours sur la fidélité. La civilisation moderne a développé, certes, un regard, mais prodigieux. Elle photographie, elle filme, elle surveille, elle archive, elle voit tout. Mais elle touche de moins en moins. Elle connaît de moins en moins. Nous sommes entourés d'informations sur les êtres, mais nous manquons souvent de présence auprès d'eux. Encore une fois, Argos ne demande rien, ni reconnaissance, ni gratitude, ni retour, il attend. Et lorsque la main revient, eh bien, il peut mourir. Ah. Et cette mort n'est pas une défaite, non. Elle est une délivrance. Elle est un accomplissement. Comme si toute son existence avait été orientée vers cet instant. Comme si la fidélité avait un terme. Non pas la récompense, mais la délivrance. Il meurt parce que l'attente est terminée. Il meurt parce que le lien est revenu. Comprenez-moi bien, il meurt parce que le monde est redevenu habitable. Je pense souvent à une phrase qu'un vieil écrivain m'avait dite après une représentation. Bon, il avait parlé de la délicatesse de mon geste, de la manière dont ma main avait existé sur scène. Eh bien, cette remarque m'a longtemps accompagné. Je comprends aujourd'hui qu'il ne parlait peut-être pas seulement de, disons, ma technique, mais de ce qu'il avait ressenti dans ce geste comme peut-être, je l'espère, une qualité de présence. Il parlait d'une main qui ne cherchait pas à démontrer. C'est ce que j'ai compris. Eh bien, les animaux perçoivent cela immédiatement. Ils savent reconnaître une qualité de geste avant une qualité de discours. D'ailleurs, les chiens nous obligent à une question politique. Qu'est devenue notre capacité de reconnaissance ? Reconnaissons-nous encore les êtres ou seulement leurs fonctions ? Reconnaissons-nous encore un visage ou seulement un statut ? Reconnaissons-nous encore une main ou seulement un pouvoir ? Nos institutions savent parfaitement distribuer des rôles, mais elles savent beaucoup moins, en revanche, reconnaître les personnes. Donc, revenons non pas à nos moutons, mais à ce chien, Argos. Eh bien, ce chien, il ne sert plus à rien. Voilà. Il est là sur un tas de fumier et il attend. Et c'est précisément pour cela qu'il devient essentiel. En tout cas, dans mon expérience et dans ma vision, il rappelle ce chien qu'un être ne vaut pas par son efficacité.
Il vaut, encore une fois, par la relation qu'il rend possible. Peut-être que la fidélité est une forme supérieure de connaissance. C'est vrai, elle voit ce que le temps ne détruit pas. Elle voit ce que les rôles recouvrent. Elle voit ce que les victoires oublient. Le Cyclope nous apprenait à entendre le cri d'un frère. Argos, lui, nous apprend à reconnaître la main de notre frère. Entre les deux, eh bien, il y a toute une civilisation. Et une civilisation ne se mesure pas à la puissance de ses armes, ni à l'éclat de ses conquêtes, mais à sa capacité de garder un lien vivant. Et peut-être est-ce cela, finalement, pour moi, le retour d'Ulysse. Non pas retrouver un royaume, non, retrouver une main capable d'être reconnue. Retrouver une fidélité qui ne demande aucune preuve. Retrouver une place parmi les vivants. Enfin, retrouver une main qui n'a plus besoin de vaincre pour être juste. J'en bafouille. Bon, alors, venons-en maintenant à la troisième partie que j'intitule « Les mains ouvertes d'Ulysse » ou « La puissance des armées ». Ce qui me trouble le plus, en fait, dans l'Odyssée, eh bien, ce n'est pas le retour d'Ulysse. Non, c'est son dernier départ. Nous parlons toujours du héros qui retrouve Ithaque. Nous parlons beaucoup moins de l'homme qui quitte à nouveau Ithaque. Pourquoi repart-il? Il a retrouvé son royaume. Il a retrouvé Pénélope. Il a retrouvé son fils. Il a retrouvé son nom. Il a retrouvé sa maison. Alors, que lui manque-t-il encore? Eh bien, peut-être précisément cela. Rien. Et c'est parce qu'il ne lui manque plus rien qu'il peut partir. Pendant 20 ans, Ulysse a été porté par le manque de sa terre, le manque de sa femme, le manque de son fils, le manque de lui-même. Le manque est une puissance. Il fait avancer, il fait combattre, il fait ruser, il fait survivre. Mais vient un moment où le manque cesse d'être un guide. Il devient une habitude. Et l'homme risque alors de continuer à combattre alors que la guerre est terminée. Je crois que beaucoup d'hommes vivent ainsi. Ils survivent longtemps au combat. Ils ne survivent pas toujours à leur héroïsme. Je pense fortement à Charles Péguy. Et s'ils vivent, ces hommes, eh bien ils continuent de se définir par ce qu'ils ont affronté. Ils gardent leur armure lorsque le champ de bataille a disparu. Ulysse, lui, accomplit un geste beaucoup plus rare. Il dépose. Il dépose quoi? Eh bien, il dépose son royaume. Il dépose sa gloire. Il dépose son identité de vainqueur. Il dépose jusqu'à la nécessité d'être reconnu. Après le Cyclope, après Circé, après les sirènes, après les morts, après les prétendants, il découvre que la dernière victoire consiste à ne plus avoir besoin de vaincre. Eh bien, c'est peut-être cela, ce que j'appellerais la conversion de la puissance. La puissance ne disparaît pas, elle change de forme. Le guerrier ne devient pas faible, il devient disponible. Sa force n'est plus tournée vers la conquête, elle devient une force de présence. Nous avons longtemps cru que la puissance consistait à prendre une ville, prendre un pouvoir, prendre le pouvoir, prendre une place, prendre la parole, prendre un territoire, prendre même une femme. Eh oui.
Mais Ulysse apprend une autre puissance, celle qui consiste à laisser. Laisser un royaume à son fils. Laisser une histoire derrière soi. Laisser les morts avec les morts. Laisser son nom respirer sans le défendre sans cesse. Le plus difficile n'est peut-être pas de conquérir. Le plus difficile, selon moi, est d'abdiquer. Abdiquer est souvent un mot mal compris. Nous l'entendons le plus souvent comme une défaite. Mais ce mot abdiquer peut être parfois une fidélité plus profonde. Il existe des moments où renoncer au pouvoir est une manière de sauver la vie. Non seulement la sienne, mais celle aussi des autres. L'orgueil nous fait croire que tout dépend de nous. L'humilité découvre que le monde peut continuer sans nous. Cette découverte est certes douloureuse, enfin du moins pendant quelques années. Puis elle devient légère. Moi je pense que certaines épreuves nous dépossèdent de ce que nous croyons être. Elles enlèvent les rôles, les titres, les certitudes, les images que nous avions construites de nous-mêmes. Au début, oui, cette possession ressemble à une mort. On croit perdre son identité. On croit disparaître. Puis, lentement, quelque chose de plus simple réapparaît. Non pas une identité nouvelle, non. Une présence. Comme si l'on cessait d'être le propriétaire de sa vie pour redevenir un vivant parmi les vivants. Eh bien, il faut parfois traverser une grande solitude pour comprendre cela. Il faut connaître le silence, du moins le côtoyer, la répétition des jours, connaître les saisons, connaître les animaux, les arbres, le vent. Il faut apprendre à prendre soin d'êtres qui ne nous demandent ni succès ni gloire, seulement de la fidélité. Et alors, le temps fait son œuvre, et la lumière revient. Elle ne revient pas comme un triomphe, non, elle revient, je sais pas moi, comme le chant d'un oiseau après l'orage. Une joie réapparaît, toute simple, une joie qui ne dépend plus des honneurs. Une joie qui ressemble à celle de l'enfance. Le moindre brin d'herbe devient un compagnon de route, si je vous assure. Les arbres cessent d'être un décor. Les animaux cessent d'être des créatures séparées. Tout devient cohabitation. Nous découvrons que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Nous en sommes les colocataires. Nous partageons le même souffle. Bon, je repense à la main du Cyclope. Cette main immense qui guidait les moutons, qui reconnaissait leur toison dans l'obscurité, qui prenait soin autant qu'elle possédait. Et je repense à la main d'Ulysse qu'Argos, son chien, reconnaît après 20 ans. Et je pense enfin à cette dernière main, celle qui s'ouvre enfin. Les mains ouvertes sont le prolongement du cœur dans ce monde incarné. Elles ne cherchent plus à saisir, elles ne cherchent plus à retenir, elles peuvent bénir. Bénir. Bénir, ce n'est pas idéaliser le monde. Non, ce n'est pas oublier la souffrance.
Ulysse porte ses compagnons morts, il porte les visages disparus, il porte les erreurs, il porte les violences, il porte les pertes irréparables, mais il ne porte plus tout cela comme un poids. Il le porte comme une gratitude. Il sait désormais que sa vie ne lui appartient pas entièrement. Elle lui a été donnée, elle lui a été retirée, elle lui a été rendue. Alors, il peut marcher vers le soleil levant. Et le soleil levant prend alors un autre sens. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une nouvelle conquête, non. Non, c'est une orientation. Ulysse navigue en direction d'une lumière qui ne lui appartient pas. Il ne cherchera plus à inscrire son nom dans le monde, il cherchera tout simplement, ou tout naturellement, à habiter ce monde en vivant. Tout simplement. Ulysse marche désormais avec ses mains ouvertes. Ses mains qui avaient tenu l'épée, ses mains qui avaient bandé l'arc, ses mains qui avaient trompé le cyclope, ses mains qu'Argos enfin avait reconnues, eh bien ces mains-là, elles ne cherchent plus à saisir, parce qu'elles peuvent enfin toucher. Je pense que la maturité n'est pas l'accumulation des victoires. Enfin, je le pense maintenant, selon mon expérience. C'est plutôt la capacité de déposer ce qui nous a longtemps protégés. Déposer son armure, déposer son rôle, déposer son personnage, déposer même l'image héroïque que l'on avait de soi. Eh bien, il y a une grande douceur dans cette idée. Une douceur, certes exigeante, car rien n'est plus difficile que de vivre sans masque. Le rôle le plus difficile d'une vie est peut-être celui où l'on ne joue plus, où l'on cesse d'être le héros de sa propre existence, où l'on accepte d'être finalement un vivant parmi les vivants. Eh bien, les anciens savaient bien certainement que l'homme n'est pas le centre du monde, qu'il n'est qu'un passant parmi les autres. Les animaux le savent encore, les arbres aussi, qui sait, sûrement même. Les saisons n'ont pas besoin de notre gloire. La mer ne connaît pas nos victoires. Et le soleil continue de se lever sans consulter nos couronnes. Peut-être que le véritable retour d'Ulysse est celui-ci. Revenir dans un monde qui n'a plus besoin de nous admirer, revenir parmi les vivants. Le cyclope lui avait appris que toute puissance pouvait devenir aveugle. Argos lui avait appris qu'une main pouvait être reconnue sans être couronnée. Et le soleil, eh bien le soleil levant lui apprend que l'on peut marcher sans posséder. Alors le voyage change de sens, mes amis. Il ne conduit plus vers un royaume, il conduit vers une qualité de vie, une qualité de présence, et je dirais une qualité d'être. Peut-être est-ce cela que les chants d'Homère cherchent depuis 3000 ans, non pas nous apprendre à vaincre, non d'un chien, mais nous apprendre à rentrer. Rentrer dans sa maison. Rentrer dans une relation. Rentrer dans une main. Rentrer dans la lumière. Et donc, pour finir cette longue réflexion, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusque-là, je dirais que la plus grande victoire pour Ulysse,
n'est peut-être pas d'être revenu à Ithaque. La plus grande victoire est d'avoir désarmé la puissance sans en perdre la force, d'avoir gardé la main capable de se défendre, mais d'avoir choisi qu'elle servirait désormais à transmettre, à bénir et à reconnaître. Le soleil levant n'est pas la fin de l'Odyssée, il est le commencement d'une vie qui n'a plus besoin d'être héroïque pour être immense.